Mais ça ne signifie pas que ça va nous guérir, ça va nous soigner. Le scientifique ne fait que tenter. Ça peut marcher, ça peut aussi ne pas marcher. Donc rien n'est vrai, rien n'est absolu en science, mais retenez que le fait de dire que rien n'est vrai, rien n'est absolu en science, cela ne fait pas effectivement, cela ne fait pas défaut. C'est ça qui fait la vertu de la science. C'est ça qui fait progresser la science. Et pour terminer, il y a aussi une autre catégorie de sciences qu'on appelle les sciences sociales. C'est la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. D'ailleurs, on ne les considère pas comme étant des sciences. Pourquoi? Parce que dans ces sciences, l'homme est à la fois sujet et objet. Exemple, un historien à Ndofane, peut-on être un Ndofane, on dit comment Ndofanien, je ne sais pas. Peut-on être un habitant de Ndofane et en même temps vouloir écrire l'histoire de Ndofane? Est-ce qu'on peut être impartial et neutre? Est-ce qu'on peut dire de manière exacte, le peuple de X a fait telle ou telle chose? On ne peut pas se permettre. On va maquiller les choses, on va introduire des choses qui relèvent effectivement de notre sensibilité. C'est pourquoi il est difficile pour un historien, pour un sociologue ou bien pour un psychologue d'être neutre, d'être effectivement impartial dans ses analyses, dans son travail. D'ailleurs, même si je prends même le cas de la sociologie avec les statistiques et tout, statistiques, vous entrez dans une maison, vous dites que cette maison, il y a 10 personnes, vous écrivez. Le soir, vous allez dans une autre maison, la maison précédente, certainement le vieux est mort. Pourtant, vous allez amener les résultats. Et on vous dit que le Sénégal compte, je ne sais pas, 17 millions d'habitants. Ce ne sont que des probabilités. Ce n'est que de l'incertitude. Donc, il y a de la probabilité, il y a de l'incertitude dans ça. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser effectivement à considérer que tout ce qui relève de la science est sacré, tout ce qui relève de la science est absolu. S'il y a un domaine dans lequel on fait beaucoup d'erreurs, c'est véritablement dans le domaine de la science. S'il y a un domaine dans lequel on ne cesse pas de perfectionner nos pratiques et nos procédés, c'est véritablement dans le domaine de la science. S'il y a un domaine dans lequel les vérités ne cessent d'évoluer et de progresser, c'est bien sûr le domaine de la science. Donc rien n'est figé en science, rien n'est absolu en science, rien effectivement n'est sacré en science. Parce que c'est l'homme qui fait de la science et l'homme lui-même est un être imparfait. Donc la vérité scientifique ne peut pas ne pas être une vérité. Voilà. La science est beau, bon. La science est belle autant pour moi, mais quand même, voilà, la science n'est pas parfaite. Voilà. Transition sur la beauté en parlant d'art. L'art. Quand on parle de l'art, on fait souvent allusion à la beauté. Mais est-ce que les artistes sont les seuls capables de faire de belles choses? Ah non. 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 C'est pourquoi je dis souvent que, rapidement, pour définir l'art, il faut toujours partir de ce que l'art n'est pas. C'est-à-dire la technique. La technique. On vous dira toujours que la création artistique repose sur la liberté. La création artistique repose sur l'originalité. La création artistique repose sur l'inspiration. Mais tout cela peut être résumé en ceci, que l'art est une affaire de liberté. C'est pourquoi l'artiste est un homme indiscipliné. Ce n'est pas un homme qui suit des règles. Un artiste n'obéit jamais. S'il obéit, il cesse d'être un artiste. Pourquoi? Parce qu'un artiste a toujours besoin dans son travail de faire de l'improvisation. Un artiste a toujours besoin de suivre son cœur. Je me rappelle, il y a un ami à l'université qui est devenu actuellement prof d'université au niveau de Ziguinchor. Il aime tellement Flaubert qu'on l'appelle à l'université Flaubert. Tout le monde l'appelle Flaubert finalement. Et d'après tout ce qu'il a écrit son mémoire sur Flaubert, il a écrit sa thèse sur Flaubert. Il faisait même des journées de prière sur Flaubert. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il aime tellement Flaubert qu'il consacrait des journées de prière lors de la disparition de Flaubert, l'anniversaire. Mais moi, puisque j'étais très subversif envers lui, je lui disais vraiment qu'il ne nous apporte rien, l'université a investi sur toi, mais qu'est-ce que ton Flaubert nous apporte? Mais il est toujours courageux en me disant, Flaubert s'est levé 4 h du matin un jour pour déplacer une virgule. Voilà. Voilà. Flaubert s'est levé 4 h du matin pour déplacer une virgule. Mais, bien vrai que l'anecdote peut être anodine,
Mais quand même, c'est symbolique. Parce que nous sommes dans le domaine de l'art. L'art est une question d'inspiration. L'artiste peut se lever n'importe quelle heure et se mettre effectivement à travailler. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'indiscipline. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de règle qu'on impose à l'artiste. L'artiste, c'est quelqu'un qui est libre, qui peut se lever n'importe quelle heure, qui peut être réveillé par son inspiration, qui peut être réveillé par son don, et il va se mettre effectivement à exécuter son travail. C'est pourquoi le travail de l'artiste est différent du travail de l'artisan. L'artisan, lui, quand il travaille, il a une idée en tête. Et c'est en fonction de cette idée que l'artisan travaille et exécute son œuvre. D'ailleurs, bi da nga koy jox benn ñaw ne ko modèle bi laa bëgg xam na li ngay ñawul résultat bi xam na ko il n'y a pas de surprise mais l'artiste lui-même il est autant surpris que son public par son œuvre. L'artiste c'est celui qui crée. Au départ il peut avoir une idée mais l'idée de départ n'est jamais effectivement l'idée d'arrivée. Ou bien même si au départ l'artiste a une idée mais c'est pas l'idée qui commande le travail de l'artiste. Parce que l'artiste effectivement pour qu'il puisse nommer son œuvre il faut qu'il termine son œuvre. C'est pourquoi Alain disait que dans l'art, l'œuvre précède l'idée, mais dans la technique, c'est l'idée qui précède l'œuvre. Parce que l'art est une affaire d'improvisation, l'art est une affaire de don, l'art est une affaire de talent. Et c'est ce talent-là qui permet à l'artiste de créer effectivement des choses belles, des choses extraordinaires. C'est pourquoi l'œuvre d'art n'est pas une œuvre que l'on peut répéter. On peut répéter une œuvre technique. On peut prendre n'importe quel modèle et l'amener chez n'importe quel tailleur. Il peut faire le même modèle. Mais vous ne pouvez pas effectivement reprendre tout simplement les poèmes de Senghor. C'est le génie de Senghor. C'est personnel. L'art c'est moi, la science c'est nous. Donc l'art est une affaire d'originalité, l'art est une affaire effectivement d'inspiration, l'art est une affaire d'imagination. Mais toutefois, il faut faire attention à ne pas mettre au bac que l'art est hostile à la technique. Non, il n'y a pas de création humaine sans technique. Il n'y a pas d'art sans technique. Il y a toujours des règles, même si ce sont des règles primaires, même si ce sont des règles minimes, mais il y a toujours un certain nombre de connaissances dont l'artiste a besoin pour tout simplement créer une œuvre. On n'est pas artiste, on le devient. On ne peut pas. Si on devient même un grand génie, c'est parce qu'on s'est longtemps préparé à travailler. C'est pourquoi Nietzsche dit qu'il y a du travail. Et on dit même que l'art est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mais considérer que l'art c'est 99% d'inspiration, c'est vouloir faire effectivement de l'œuvre d'art quelque chose qui tombe du ciel. Donc il y a du travail. Il y a effectivement des choses à maîtriser. Les couleurs, l'équilibre des formes, la symétrie des formes autant pour moi, l'équilibre des parties. Mais ça on l'apprend au niveau de l'école des beaux-arts. Et même au-delà de ça, si nous prenons les réalistes, les surréalistes, ils disent sans règle, il n'y a pas de règle dans l'art. Mais ils sont obligés de se conformer aux règles de la grammaire pour faire des œuvres. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Donc l'art, effectivement, s'oppose à la technique, d'une part, mais également l'art a besoin de la technique, parce que Gaston Berger le dit, il n'y a pas de création sans technique. Il n'y a pas de création sans technique, Gaston Berger. Mais aussi, il n'y a pas de création sans réalité. Et c'est en ce sens que l'art s'inspire de la réalité, l'art s'inspire de la nature pour devenir une imitation. L'artiste, c'est celui qui est capable de copier la réalité. L'artiste, c'est celui qui fait de son œuvre un miroir qui reflète la réalité. Quand on parle de miroir, vous devinez, hein, Stendhal. Le roman est un grand miroir que l'on promène tout au long d'une route. Dans son livre, le rouge et le noir. Okay? Donc l'art, effectivement, imite la réalité. Mais cette imitation de la réalité-là, il y a des élèves qui vont se mettre au bac, l'art imite la réalité, l'art imite la réalité, l'art imite la réalité, l'art imite la réalité. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, l'homme est sensible aux beautés naturelles. Et cette sensibilité que l'homme a par rapport aux beautés naturelles pousse l'homme effectivement à imiter cette beauté naturelle pour l'exposer au niveau de son salon ou bien l'exposer au niveau de sa chambre à travers des tableaux d'art. Ou bien autre chose, parce que l'homme a horreur de la mort, que l'homme sait qu'il va disparaître, que l'homme cherche à fixer les événements, que l'homme cherche à se fixer dans une œuvre d'art pour ne pas mourir éternellement. Il faut remercier les techniciens qui sont en train de faire ça, c'est direct là.
ça va être enregistré, bien sûr que même d'ici 50 ans, même si je meurs, il y a des élèves qui vont suivre ça. Mais c'est ça l'art. C'est être capable dans les moments les plus importants, c'est être capable dans les moments les plus extraordinaires de les immortaliser et de les fixer. C'est pourquoi André Malraux fait de l'art un antidestin. Antidestin. Nous pouvons retrouver la photo de nos arrière-grands-pères. Mais ça, si c'est possible, c'est parce que c'est l'art comme imitation. Si le visage de Socrate nous est donné aujourd'hui, c'est parce que c'est l'art comme imitation. Si nous pouvons connaître ce qui se passe au niveau, effectivement, des pyramides d'Égypte, c'est parce que c'est l'art comme imitation. Donc l'art comme imitation se défend, et l'art comme imitation est fondamental. D'abord, les beautés naturelles intéressent l'homme, et l'homme représente ces beautés naturelles. Autre chose, l'homme lutte contre la mort, et représente et fixe les réalités qui sont appelées à disparaître. Mais aussi, l'homme a besoin effectivement de refléter dans son œuvre les réalités sociales et politiques. Donc l'art comme imitation a un visage magnifique. Mais aussi l'art comme imitation a aussi un visage négatif. Je donnais ce matin l'exemple de deux grands peintres grecs. Vous le savez. Il y a deux grands peintres grecs qui ont plus poussé des gens comme Platon à détester l'art. C'est Zeuxis et Parrhasios. Zeuxis et Parrhasios sont deux grands peintres grecs qui se livraient à un duel, à une compétition. Vous deux là, qui va le plus tromper les gens? Imiter, dessiner. On va voir qui va le plus tromper les gens. Zeuxis vient avec son tableau en dessinant des raisins. Des raisins, si vous les voyez, vous pensez que c'est des vrais raisins. C'est des vrais raisins. Et les pigeons qui volaient là ont aperçu les raisins et se sont tombés sur les raisins. Sur les raisins, autant pour moi, en les picorant et en tombant morts. Parce que les pigeons croyaient que c'était des vrais raisins. Et là, les gens ont applaudi en disant que Zeuxis a vraiment gagné. Parrhasios n'a d'amener son tableau. Parce qu'il est arrivé à tromper les pigeons. Mais on dit, mais malgré tout, Parrhasios, il faut amener ton tableau. Parrhasios avance son tableau. Vous savez que dans un tableau, sur un tableau, il y a toujours des rideaux. On lui dit, enlève tes rideaux pour qu'on puisse voir ton tableau. Il dit, mes rideaux sont mes tableaux. Et on dit que Parrhasios a gagné. Mais ils ont gagné par rapport à quoi? Gagné dans leur capacité de tromper les hommes. Et Platon dit qu'il faut se méfier des artistes. Platon dit que l'art comme imitation est dangereuse. Platon dit qu'il faut vraiment se départir des artistes. Parce que l'art est tromperie. L'art est source d'illusion, l'art est mensonge. Et c'est à ce titre, effectivement, que Hegel dit que l'art ne doit pas être imitation, mais l'art doit être recréation. Quand on parle de l'art comme recréation, ils ne prennent jamais en compte le terme recréation. Recréation, c'est quoi? C'est qu'il y a une réalité qui a été créée par Dieu. Mais cette réalité telle que créée par Dieu ne nous convient pas. Yàlla mën na defar jox la benn bakkan boo xam ne neexul la mais dam ñu defaraat ko. C'est ça, recréer, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'art. Chirurgie esthétique, hein, vous savez, chirurgie esthétique, c'est de l'art. Donc, l'art d'abord est recréation. L'artiste est capable de recréer la réalité parce que la réalité ne nous convient jamais. Dieu a créé le monde, Dieu nous a créés, mais on peut dire non à notre propre création et on peut modifier. On peut compléter. C'est dans ce sens que l'art est recréation, l'art est transfiguration. Mais aussi l'art aussi peut être aussi création au sens où l'artiste peut créer effectivement une chose extrêmement nouvelle dans nos vies qu'on n'a jamais rencontrée. Je disais souvent que l'artiste est un créateur parce que seul l'artiste a la capacité de créer un roman, d'écrire un roman, de créer un personnage qu'on appelle Fatou. Le romancier baptise Fatou, donne à Fatou un mari, donne à Fatou des enfants, et à la fin tue Fatou. Seuls les artistes sont capables de ça. Ils se substituent à Dieu. C'est ça effectivement le pouvoir créateur de l'art.
C'est ça le pouvoir créateur de l'artiste. C'est pourquoi ce pouvoir créateur de l'artiste ne doit souffrir d'aucune contrainte. L'art est sans limite. L'artiste doit créer tout ce qu'il veut, quand il le veut et où il le veut. Quand c'est l'art, quand c'est nu et que c'est l'art, on accepte. C'est l'art. Quand c'est l'art, on accepte, parce que l'art est affaire de liberté. L'art est anti-convention. L'art est anti-convention. La création artistique est sans limite. Parce que la création est affaire de liberté et la création repose sur le génie de l'artiste. C'est seulement dans la liberté que l'artiste peut créer des œuvres belles. Mais alors, qu'en est-il de la beauté artistique? Est-ce que la beauté artistique dépend de mon regard ou bien la beauté artistique dépend de l'objet regardé? Autrement dit, est-ce que la beauté artistique est subjective ou bien elle est objective? Quand nous disons que c'est beau, sur la base de quoi disons-nous que c'est beau? La première réponse, elle est claire. C'est sur la base de notre sensibilité. Et vous savez tout ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce qui est beau pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et c'est ce que soutient un philosophe comme David Hume. David Hume dit que en matière de jugement esthétique, tout est relatif. En matière de jugement esthétique, tout est relatif. Parce que les hommes n'ont pas les mêmes goûts, les hommes n'ont pas les mêmes sensibilités, les hommes n'ont pas les mêmes émotions. Donc on ne peut pas effectivement juger effectivement de la beauté d'une œuvre d'art de la même manière qu'on juge effectivement d'un résultat scientifique. C'est différent. Parce que l'art est affaire de sensibilité. Mais il y a un philosophe quand même très compliqué qui a tenté tout simplement de sauver l'art du relativisme en disant que l'œuvre d'art peut bien être universelle, le jugement esthétique, le jugement du beau peut bien être un jugement universel si on prend en compte le fait que l'art ne sert à rien. C'est pourquoi quand tu dis que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Quand je dis que c'est beau, ça doit faire l'adhésion, ça doit l'emporter sur tout le monde. Mais ce qui garantit à l'art cela, c'est que tout simplement l'art, effectivement, ne sert absolument à rien. C'est pourquoi avant de terminer sur effectivement les fonctions de l'art, il faut d'abord prendre en compte la fonction première de l'art qui est la fonction esthétique. L'art ne sert à rien. L'art pour l'art, comme le disent les parnassiens. Et c'est cette conception que défend Kant, que défend également les parnassiens, mais aussi que défend également un grand poète indien Tagore qui dit que mes poèmes, quand vous les interrogez, quand même mes poèmes se taisent. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté. L'art est une affaire de beauté, l'art est une affaire d'esthétique. Mais tout comme également aussi, l'art aussi peut être également source d'engagement. Et c'est sur ça que je vais terminer, parce qu'un philosophe comme Jean-Paul Sartre et même les pères de la négritude, Senghor, Césaire, Léon Contrat, Damas, ok, ils ont tous mis leur plume, ils ont tous mis leur poème, ils ont tous mis leur art au service d'une cause, au service effectivement de la communauté. Tout comme aussi les gens du PASTEF qui sont là, ont vraiment mis leur temps, ont aussi mis leur énergie au service de vous-même pour vous permettre vraiment de réussir votre bac. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était M. Omar Mouk, professeur de philosophie au lycée d'excellence de Diourbel. Merci beaucoup, M. Mouk. Nous avons vraiment été charmés par les propos. C'est ça ce qu'on appelle le charme de la philosophie. C'est ça aussi la philosophie. La philosophie, c'est la vie. Pour mieux vivre, il faut philosopher. Donc, chers élèves, concentrez-vous sur la philosophie. Pour ceux qui font la série L2, la philosophie compte vraiment beaucoup. D'autant plus que ceux qui font aussi la série L' et la série S, la philosophie est vraiment intéressante, donc concentrez-vous. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, M. Mbouk. Voilà, donc avant de donner la parole aux étudiants, aux élèves, autant pour moi, voilà, donc nous allons donner à M. Mbouk le temps
prendre une petite minute de reposer. Voilà, donc on nous signale aussi qu'il y a la présence d'un grand professeur de philosophie aussi ici présent. Et il s'agit bien de Mouché Ndiaye. Donc nous allons lui donner la parole. Mouché Ndiaye, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le professeur. J'ai demandé indubitablement la permission parce qu'il est mon professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lorsque je faisais la licence 2 en philosophie moderne. Donc, il faut que je demande la permission avant de parler. Je vais tout simplement remouiller les mots en faisant un petit ramassis d'idées dans la mesure où de la philosophie comme une entité de réflexion. Et sur ce, l'étymologie même du mot philosophie vient du latin philos sophos, ou bien vient du grec philène sophia. Et pour parler de la philosophie, on va parler de sa définition. Parler de sa définition ne fait rien d'autre que parler les limites ou bien les contours de la philosophie. Et sur ce, mesdames et messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Peut-être c'est un peu bizarre. Mais quand même, quand on parle de la philosophie, on fait allusion à l'amour de la sagesse. Et ici, quand on parle de l'amour, on fait allusion à un désir, on fait allusion à un manque. On ne désire que ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'est pas. Quand on désire quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas cette chose ou bien on n'est pas cette chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement le philosophe tend vers la connaissance. Le philosophe tend vers la connaissance. Donc, ce qui nous donne l'occasion de faire la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Ce qui nous fait la différence entre de dire qui est philosophe et qui n'est pas philosophe. Goethe dit à Socrate qui est philosophe. Socrate dit les dieux ne sont pas des philosophes parce qu'ils sont savants. Les ignorants non plus ne sont pas des philosophes parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Qui est philosophe? C'est ces gens-là qui savent qu'ils ne savent pas. Donc, sur ce, on pourra définir la philosophie comme amour de la sagesse. Et par amour de la sagesse, je n'entends pas simplement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance que l'on peut savoir, pas pour la conservation de la santé, pas pour la conservation pour l'invention des arts et l'invention de toutes les arts. Descartes nous disait ainsi que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique. Les trois branches qui sortent de ce tronc sont la médecine, la mécanique et la morale. J'appelle philosophe Aristote qui dit, j'appelle philosophe celui qui a la quasi-totalité du savoir dans la mesure du possible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la connaissance de la totalité ou bien la totalité de la connaissance. C'est la raison pour laquelle je vais aller directement entre la philosophie et les autres formes du savoir. En parlant de la philosophie et les autres formes du savoir, je vais parler du mythe. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe est un récit imaginaire d'origine populaire non réfléchi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement le mythe, c'est de la n'admet pas de la contestation. Le mythe n'admet pas la remise en question. Le mythe ne critique pas. Le mythe, c'est de l'adoration, c'est de l'admiration, c'est de la volonté et c'est de la croyance. Sur ce aussi, on va parler aussi sur la religion. Qu'est-ce que la religion? La religion vient du latin religare. La religion vient du latin religare, ce qui signifie relier, rassembler, sembler. Mais qu'est-ce que la religion encore? La religion a un côté
verticale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire l'individu et la transcendance divine, mais aussi la religion a ce côté horizontal. Cela veut dire quoi? C'est la relation fraternelle qu'il y a l'homme entre et son prochain. Et sur ça, je vais parler un tout petit peu sur les points de ressemblance sur la philosophie et la religion. Il y a des points de ressemblance. Il faut le savoir. Et c'est nécessaire de le savoir. D'ailleurs, j'entendais dans votre introduction, vous récitez les sourates. Sur ça, en parlant du Coran, les gens qui connaissent le Coran savent que dans Surat al-Baqarah, il y a des passages où Dieu dit Inna khalaqna rabbi samawati wal ard wa ahtila wa layli wa nahar la ayati kulli anba. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a des signes pour les hommes doués d'intelligence. Qui sont ces signes-là? Qui sont ces hommes-là? Ce sont qui sont les philosophes. Ce sont les gens qui pensent. Dieu s'adresse à la parole aux gens qui pensent, qui réfléchissent. Voilà quelle est la situation des choses. Parlant ici, on peut parler des points de divergence. Dans les points de divergence, l'objectif de la religion, c'est la foi. Mais l'objectif de la philosophie aussi, c'est la raison. Dans la philosophie, il y a la critique, il y a l'autocritique, il y a la remise en cause d'une manière incessante. Mais dans la religion, il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de critique. Il n'y a que l'adhésion spontanée de la foi. C'est pourquoi Blaise Pascal dit, c'est le cœur qui s'agit et non la raison. Le cœur a ses raisons et que la raison ignore. Sur ça, on pourrait parler, je vais individuellement glisser sur la science. Qu'est-ce que la science? Étant un ensemble de connaissances et de recherches, ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, et susceptible de dominer des hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes. Cette science-là a révolutionné le monde. Cette science-là se veut pratique. Cette science-là se veut d'une manière exhaustive. Mais quelle est la démarche scientifique? C'est la démarche de la déduction. Et quand on parle de la déduction, on fait allusion à une observation, analyse, interprétation, vérification, tirer des conclusions avant de tirer la conclusion finale. Dans ce cas, on parlera de la déduction. La déduction est contraire maintenant à la démarche philosophique, qui est une démarche inductive. Qu'est-ce que l'induction? L'induction, c'est le saisie immédiat de la connaissance sans l'intermédiaire de l'expérience. Et donc, je vais faire pour votre magistère, mon professeur, je vais faire un feedback sur la philosophie, sur l'individu et la société. La société a défini l'individu en se basant uniquement sur les normes. Et qu'est-ce que les normes? Les normes, ce sont les permis et les interdits. Ce sont les lois. C'est ce quoi la société a eu son existence. C'est pourquoi dans la société, vous avez des personnes. Dans la société, ces personnes-là sont qualifiées comme des déviants, certains sont qualifiés comme des fous, certains sont qualifiés comme des marginaux. Et dans ce cas aussi, on peut parler de la nature et la culture. Mais avec mon professeur, il a parlé de la nature et de la culture. Je peux individuellement vous dire que l'homme est à la fois naturel et culturel. Cela veut dire quoi? C'est naturel-culturel ou bien culturel-naturel. Mais quand on va parler la notion de liberté, que j'ai catégorisée en trois phases. La liberté comme l'affirmation de la volonté. Cela veut dire la force de l'homme qu'il a pour le pouvoir d'agir. Parce que l'homme a cette énergie-là. Mais aussi, on peut parler, et dans ce temps, on parlera du libre arbitre. C'est pourquoi l'Ofcadio, dans les cas du Vatican, il plaça le vieux Amadou Fleury-Soir au compartiment du terrain. Pourquoi? Parce qu'il était en train de manifester pouvoir, sa volonté de faire et d'agir. C'est pourquoi Descartes disait tout simplement, ma liberté, c'est de l'indifférence à la préférence. C'est pourquoi autant de Jean-Paul Sartre disait tout simplement, lorsque l'enfant lui a rendu visite, en lui disant que tout simplement, je vais aller à la guerre, il lui dit tout simplement, vous êtes libre. Pourquoi il a dit, vous êtes libre? Parce qu'il savait au préalable que l'enfant était déterminé. Dans l'existentialisme est un immense